Surtout qu'à Dubaï, c'est particulier, quoi. Il y a des gens, ils ont fait fortune dans leur branche à l'étranger, ils sont venus à Dubaï, ils sont cassés la gueule. Donc, moi, pour moi, c'est pas fiable. T'as des agents immobiliers, autant on peut pas dénigrer, mais autant on peut pas le mettre en bombe non plus, ce promoteur. Et moi, je comprends pas comment aujourd'hui je peux tomber sur des vidéos, ou même des clients m'envoient des vidéos où tu as des agents immobiliers qui vont te vendre ce promoteur comme si c'était quelqu'un, parce que ce promoteur, il a vendu dans tel ou tel ou tel pays, et c'est bon, ça devient le meilleur des promoteurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les clients pour des imbéciles. Je ne dis pas que tous les projets post-handover sont mauvais. Je dis qu'attention, parmi tous ces projets-là, il y a quand même des pièges à éviter. C'est les pièges que je viens de citer. Noria, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va depuis tout à l'heure. On a tourné juste avant, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on va lancer un nouveau format sur l'IMO qui va être principalement basé sur tous les sujets qui peuvent toucher l'immobilier à Dubaï. Donc c'est vrai qu'on a pour habitude de parler assez souvent de tous les sujets en fonction de certaines situations. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien de pouvoir les laisser sur une chaîne YouTube pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, ça va être des formats assez courts, je rassure tout le monde, parce que c'est vrai que quand tu démarres, tu t'arrêtes plus, mais bon, c'est aussi le but. C'est aussi le but. Donc, on va traiter des sujets, on va en débattre. Des fois, on peut ne pas être d'accord. Bon, en général, c'est pas trop le cas. Et on s'adaptera à la demande, on fera évoluer la chose aussi, hein, parce qu'on a prévu aussi de faire témoigner certaines personnes qui ont eu des mauvaises expériences dans leur investissement, savoir pourquoi, comprendre pourquoi ces personnes-là, pour X raisons, ont pu être déçues de leur investissement, ou pas forcément. Des fois, c'est des choses de la vie qui font que ton investissement peut mal se passer aussi. Des fois, c'est pas forcément la faute d'un agent ou d'un promoteur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Alors, on va parler de ton sujet préféré, le post-handover. Quels sont les pièges à éviter sur ce fameux post-handover? Donc, il faut savoir que le post-handover, c'est un plan de paiement qui continue après la remise des clés. C'est ça, hein? Exactement. Ouais, je savais. Deuxième sujet, on va parler des assurances à Dubaï. Assurance habitation. Je pense que c'est une chose dans laquelle je sais pas, on parle jamais de ça. Ouais, on parle jamais de ça. C'est vrai que les investisseurs français, automatiquement, c'est une des premières questions qu'ils nous posent une fois qu'ils ont signé, pas avant. Moi, on me pose toujours cette question après. Souvent dans les 5 minutes qui suivent la signature. Parce que c'est vrai qu'en France, on a cette habitude de penser à l'assurance automatiquement après une vente. Et troisièmement, les différents modes de paiement. Donc voilà, ça va être assez court, hein, je vous rassure, ça va être assez court, vous inquiétez pas. Mais toujours avec transparence et sincérité. Alors Noria, les plans de paiement post-handover. Alors, les fameux, j'ai envie de dire, plans de paiement avec post-handover. Comme tu l'as expliqué, c'est les fameux plans de paiement où tu vas financer une partie de ton bien pendant la construction et ensuite tu vas pouvoir financer une autre partie après la remise des clés. Il faut savoir que les francophones font partie des plus gros consommateurs de plans de paiement avec post-handover. Ils aiment beaucoup, beaucoup ce type de plan de paiement. Mais il faut savoir aussi, et quand je dis mais, c'est que je vais développer juste après, que le post-handover, parfois, ça peut cacher malheureusement certaines choses qu'un investisseur n'a pas forcément conscience quand il veut investir dans ce type de projet. Donc, je développe. Parce qu'il est tellement excité par l'offre qu'il va tout droit, il fonce tête baissée et il oublie de vérifier 2, 3 éléments indispensables, c'est ça? Exactement. Quand un promoteur propose un plan de paiement avec post-handover, alors déjà, il faut savoir que c'est un plan de paiement qui tend à disparaître. Aujourd'hui, ça va être de moins en moins accessible. Ça l'est déjà. Les gros promoteurs, ils en font plus. Même à JVC, t'en vois de moins en moins. Sur les promoteurs, on va dire qu'ils ont quand même une petite moyenne notoriété. Et maintenant, c'est voué à soit être dans les zones, j'ai pas envie de dire en devenir parce que
toute zone, je pense, qui sera exploitée à Dubaï un jour ou l'autre, mais dans les zones qui ne sont pas intéressantes aujourd'hui à l'instant T, quoi. Exactement. Et c'est ce que je dis toujours, notre métier, c'est de proposer la meilleure des opportunités à l'instant T. Moi, je ne suis pas voyante pour te dire que, comme tu l'as dit, Dubaï va grandir, donc les secteurs aujourd'hui qui sont peu connus vont grandir aussi, mais avec le temps. Mais moi, mon travail, c'est pas de te dire, pose tes billes là et dans le temps, on verra ce que ça va donner. Moi, mon travail, c'est de te dire, OK, tu as un projet d'investissement, la meilleure option, celle-ci à l'instant T, c'est celle-ci. Et c'est surtout une localisation où j'ai assez de recul pour te dire, oui, ne t'inquiète pas quand tu vas te mettre sur le marché locatif, on a les chiffres, on sait que ça se loue très bien, etc., etc. C'est plutôt comme ça que je fonctionne que de faire, entre guillemets, la voyante sur des secteurs où aujourd'hui on n'a encore aucune visibilité ou peu de visibilité. Voilà. Donc, j'ai analysé un petit peu le post-handover avant de me prononcer et c'est le constat suivant. Les promoteurs qui proposent un post-handover sont les suivants. Soit effectivement, c'est un promoteur qui est pas connu à Dubaï, qui n'a encore rien livré à Dubaï et il lance son premier projet. Et forcément, comme on ne le connaît pas, pour appâter le client, il va proposer ce long plan de paiement. Et donc forcément, il sait qu'il va attirer du monde en proposant ce plan de paiement. Parce que comme on l'a dit juste avant, c'est un plan de paiement aujourd'hui qui tend à disparaître. Donc ça, c'est la première alternative. Je suis un promoteur, j'ai encore jamais rien fait à Dubaï. Et donc, pour attirer mon client, je vais proposer ce fameux post-handover. Deuxième alternative, c'est un promoteur qui a de l'expérience sur le marché à Dubaï, mais on va dire que ce n'est pas une expérience très glorieuse. C'est un promoteur qui est connu peut-être pour livrer du peu qualitatif. Et donc, effectivement, ce promoteur-là, comme il n'a pas la notoriété d'autres promoteurs qui ont fait leurs preuves à tout niveau, et ce promoteur-là aussi, pour attirer du monde, se dire « Ok, je ne suis pas un promoteur hyper quali, mais moi, je vais te proposer un plan de paiement que les autres ne proposent pas. » Donc ça, c'est la deuxième alternative. Après, autre alternative, c'est qu'il y a des promoteurs qui ont compris que c'est un plan de paiement qui plaît beaucoup et qui est facile à vendre. Et je ne veux pas te faire grincer des dents, mais c'est vrai que si nous, on vendait à foison ce type de plan de paiement, je pense que Guidimo Dubaï aurait un chiffre d'affaires assez incroyable. Il y a des promoteurs qui ont compris que ça plaisait. Donc, eux, ce qu'ils font, ils vont te sortir peut-être 7 ou 8 projets en 4-5 mois avec ce type de plan de paiement parce qu'ils savent qu'ils vendent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils gagnent de l'argent, tout simplement. Et ce n'est pas forcément des promoteurs waouh. Donc, attention, il y a des promoteurs qui proposent ce type de plan de paiement pour multiplier leurs projets et donc multiplier leurs gains. Après, aussi, tu as des promoteurs qui vont proposer ce plan de paiement-là parce qu'ils sont installés dans des localisations peu connues ou inconnues du bataillon, entre guillemets. Et donc, forcément, pour t'attirer dans ce lieu-là, ils vont te dire, écoute, c'est un secteur où aujourd'hui, on n'a pas forcément de recul, mais moi, j'ai ce type de plan de paiement, donc viens chez moi. Donc, pour tout ce dont je viens de parler juste avant, c'est des projets que je ne vais pas proposer, pour toutes les raisons que je viens de citer. T'en as oublié une. Attends, j'arrive. Mais non, mais parce que t'en as oublié une, et ça fait partie des projets que tu ne proposeras pas. Oui, avec les chiffres. D'accord, voilà. Après, il y a des promoteurs aussi où, quand tu vas regarder le prix de commercialisation, avec le prix du secteur où ils commercialisent, et en fait, tu sais que, en gros, ce que tu vas payer pendant la construction de ton bien, en fait, c'est la valeur réelle du bien de ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché actuel. Et généralement, la partie qu'on te fait financer après la livraison, malheureusement, ça fait qu'aujourd'hui, tu vas acheter un bien qui va être un peu plus cher, sans dire voire beaucoup, plus cher que ce que ça ne le vaut réellement dans le secteur où tu achètes. Alors, après, nous, on a eu des exemples où on a fait des calculs, où on a vérifié. C'est vrai que c'était au-dessus du prix du secteur. Alors, dans ce qu'on avait vérifié, parce que j'aime bien, tu vois, être précis, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'affût, ils nous attendent. Hein, et ils disent « Ah putain, là, il a merdé, on va l'attaquer sur ça. » Mais ce n'est pas forcément le prix de ce que va payer le client par la construction et le reste, c'est que du gras. C'est une partie. Moi, j'ai envie de te dire une partie. C'est-à-dire, en gros, parce que là,
à t'entendre dire, admettons, sur un plan de paiement 70-30, en fait, le vrai prix, c'est les 70% et les 30%. Non, j'ai envie de te dire, c'est du 80, tu vas payer 80% et après, les 20%, c'est du gras. Après, ça dépend. Ça dépend de quel promoteur, ça dépend de pas mal de choses. Mais en tout cas, oui, euh, ils gonflent les prix du secteur pour pouvoir te proposer ce plan de paiement. Parce que, surtout, comme tu l'as dit, les Français, nous, on est attirés que par ça. C'est-à-dire, on va prendre un exemple, allez, la dernière fois, c'était Nike. C'est comme si demain, je te vends une Clio, ça vaut 10 000 euros. Clio, ça vaut 10 000 euros sur le marché. Et moi, je vais te la vendre 13 000 euros. Mais je veux dire, par contre, je te fais un plan de paiement. Tu vas me la payer en 8 ans. Sauf que tu vas me payer peut-être 8 000 euros pendant 3 ans. Et les 5 000 euros qui restent, j'ai dit 13 000, que je fasse pas le... Les 5 000 euros, tu vas me les payer en 5 ans. Mais sauf qu'au final, tu auras payé juste 2 ans. Tu t'as compris ou pas? Oui. Juste 2 000 euros en plan de paiement. Le reste, ça sera tout bénef pour le concessionnaire. Donc, c'est un petit peu ce qu'ils font pour être très, tu vois, très bateau dans mon exemple, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Déjà, tu leur dis post and over, blablabla, secteur et tout. Donc, en gros, les gens, ils vont te vendre plus cher un produit, mais ils vont bombarder sur l'offre. En fait, ils vont te mettre l'offre devant les yeux pour que tu ne vois plus que ça et que tu ne penses pas au prix. C'est ça? Exactement. Et parfois même, ils vont te le justifier par des services... Je suis désolée de Ah parler non, non, comme non, ça. attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire, on va avoir des problèmes. Non, des services toutbidon.com. Je n'irai pas Ah, au-delà de ça, ok? d'accord. Mais ils vont te justifier que oui, ça vaut tel prix parce qu'il y a tel ou tel service. Un Voilà. simulateur de golf. Je n'irai pas au-delà de ça. Un cinéma en plein air. Waouh! Donc après, tu sais, moi, les clients, ils m'écrivent et ils me disent, mais Noria, tu sais, nous, c'est plus facile d'acheter un bien sur tant d'années que d'acheter pendant le temps d'une construction, à peu près 3 ans, on n'a pas les moyens de. Ça, je l'entends. Je sais que ça peut être compliqué pour certains de financer un bien sur 3 ans. Mais attention, je ne dis pas que tous les projets post-handover sont mauvais. Je dis qu'attention, parmi tous ces projets-là, il y a quand même des pièges à éviter. C'est les pièges que je viens de citer. Après, effectivement, il y a des projets avec post-handover que je peux valider. Alors, ils sont rares, mais je peux valider. Parce que ça va être un promoteur qui a déjà livré à Dubaï, qui a déjà livré un bon rapport qualité-prix, mais qui, aujourd'hui, n'a pas encore la notoriété des gros promoteurs que l'on connaît ici. Et, chose très importante, ils respectent les chiffres, les prix du secteur. Quand ça s'est réuni, ok, je vais te proposer ce fameux projet avec Post Over, et c'est ce que j'ai fait. Arjan, il n'y a pas longtemps. Exactement, et j'ai même beaucoup insisté sur ce projet-là, et j'en ai pas proposé d'autres, alors qu'en parallèle, tu avais une explosion de projets avec Post Over à ce moment-là. Mais soit de promoteurs inconnus, on ne sait même pas ce qu'ils valent, ou des promoteurs qui se vantent d'avoir fait des choses à l'étranger. Et on doit se fier à ce qu'ils ont fait à l'étranger, mais ce qu'ils ont fait à Dubaï, on n'a aucun repère. Surtout qu'à Dubaï, c'est particulier, quoi. Il y a des gens, ils ont fait fortune dans leur branche à l'étranger, ils sont venus à Dubaï, ils sont cassés la gueule. Donc, pour moi, c'est pas fiable. Et en plus, vraiment, et je te le dis, moi, ça me met en colère, vraiment. Après, on pourra nous prouver le contraire, mais avec le temps. C'est-à-dire, peut-être demain, ces promoteurs-là, ils vont livrer de la qualité, ils vont livrer en temps et en heure, ok. Mais aujourd'hui, nous porter garant de quelque chose qu'on n'a pas pu vérifier, moi, c'est là où, en fait, je ne veux pas dénigrer un promoteur qui vient d'arriver parce c'est comme dans tout, il faut bien commencer par quelque chose ou par quelque part. Mais aujourd'hui, te donner des garanties par rapport à ce qui s'est passé à l'étranger, moi, je ne prends pas le risque. Mais tu vois, autant on ne peut pas le dénigrer, et je ne dénigre pas ces promoteurs. Je dis juste au client qu'il n'a jamais rien livré ici à Dubaï, donc je ne peux pas me porter garante. Mais autant, tu vois, tu as des agents immobiliers, autant on ne peut pas dénigrer, mais autant on ne peut pas le mettre en bombe non plus, ce promoteur. Et moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui, je peux tomber sur des vidéos, ou même des clients m'envoient des vidéos, où tu as des agents immobiliers qui vont te vendre ce promoteur comme si c'était quelqu'un, parce que ce promoteur, il a vendu dans tel ou tel pays, et c'est bon, ça devient le meilleur des promoteurs. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les clients pour des imbéciles. Autant, il ne faut pas le dénigrer, mais ne va pas le mettre en bombe. Tu ne sais même pas ce que ça vaut. Tu n'as jamais vu, tu n'as jamais visité, tu n'as jamais touché du doigt ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment un truc où j'ai vraiment beaucoup de mal. Je me dis, attends, autant moi, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos de ce promoteur, parce que je ne peux pas me le permettre. Comme tu dis,
Demain, peut-être qu'il va livrer. Et s'il livre, peut-être qu'il va livrer de la qualité. Et peut-être qu'après, je vais le valider. Mais comment quelqu'un, dans le sens contraire, peut te dire, vas-y, les yeux fermés, t'inquiète pas, il a cartonné dans tel ou tel pays. T'es parti dans ce pays-là, t'as dormi dans ce promoteur, t'es parti voir ce qu'il valait. Il faut arrêter de raconter Par des contre, bêtises. je suis obligé de te dire un truc. Tu as fait un truc que je déteste. Mm. On le dit normal. Tu as dit parfois des clients m'envoient des vidéos. Ouais, des fois, on t'envoie des vidéos. Mais dis-le que tu regardes les stories des concurrents. Bah, bien sûr, Ça fait partie du travail. Non, mais parce que tu sais, ils aiment bien dire oui, on m'envoie des stories. Non, mais t'as regardé. Dis-le, t'as regardé. Dis-le, non, regarde. Mais tu sais que j'ai aucun mal à assumer. Et qu'est-ce que j'ai dit? On appelle ça faire J'ai de la vu veille. des vidéos. On appelle ça faire de la veille. Ouais, mais après, tu t'es rattrapé. Non, c'était pas me rattraper. J'ai vu des vidéos et on m'a envoyé des vidéos aussi. Parce que je peux pas passer tout mon temps à regarder toutes les vidéos. Mais bien évidemment que je fais de la veille concurrentielle et que je regarde un peu ce que proposent les autres. Sinon, ce serait être hypocrite et tout le monde fait ça. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, tu entendais ma voix dans les stories. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Tu me connaissais pas, mais tu connaissais ma voix. Exactement. Ah, parce que déjà, regarder mes stories, pourtant, j'en faisais très rarement. Bon. Bref, désolé, je t'ai coupé. Donc, il y a des pièges à éviter pour le post-handover. Fiez-vous, voilà, je proposerai que des projets avec post-handover sur un promoteur qui a déjà livré, que je suis partie voir ce que ça valait, un promoteur qui a de l'expérience ici à Dubaï, mais qui, pour le moment, n'a pas encore la notoriété suffisante pour se passer de ce type de plan de paiement. Sinon, pour toutes les raisons que j'ai données avant, sachez que ces projets-là, je ne vous les proposerai pas. mais ces nouveaux promoteurs, ils auront peut-être leur chance un jour. On est bien d'accord. Exactement. Il y a des gens, ils sont là depuis des années, que ce soit dans l'immobilier, dans divers types de métiers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Alors qu'il y en a qui arrivent de suite, ils vont envoyer du lourd. Mais regarde, je vais te faire une confession. Mais là, c'est vrai qu'on ne parle pas de recommander un restaurant, tu vois. Demain, je ne vais pas te dire, oui, va chez Robuchon, ça fait des années qu'il fait de la purée, elle est super bonne. Et celui qui vient d'ouvrir son truc, tu ne vas pas lui donner de crédit parce qu'il vient d'ouvrir. Alors que peut-être elle est 100 fois meilleure celle-là que celle de Robuchon, tu vois. Tu peux te permettre de conseiller, c'est de la bouffe, ça va pas te ruiner. Mais je pense que sur l'investissement immobilier, tu ne peux pas prendre ce risque-là. Exactement. Et je vais te faire une petite confession, parce que ça, je pense que tu ne le sais pas, mais ça fait partie de mon travail. Tu sais, parfois, je prends ma voiture et je vais voir l'avancée de ces chantiers des promoteurs là, qui arrivent à Dubaï. Je vais voir les chantiers, je vois un peu comment ça avance, si effectivement, à quel moment il a commercialisé son projet, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce que ça avance bien, est-ce que ça avance mal. Donc d'ores et déjà, mais je n'irai pas dans les détails, je sais aujourd'hui que certains promoteurs, normalement, vont respecter les délais de livraison. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train de se noyer dans le tas de constructions qu'ils ont commercialisées d'un coup d'un seul. Donc, je regarde aussi tout ça. Hein. Je ne suis pas là en train de déclarer des choses que je ne vérifie pas. Je prends ma voiture. Toi, tu as un problème, là. Tu sais que tu me fais peur. Déjà, tu ne me l'as jamais dit. Mais le soir, tu es là, tu prends ta voiture et tu tournes dans JVC, Arjane. Tu t'es pris pour Sherlock Holmes? Mais c'est très important. C'est très important parce que déjà, ça me donne un œil sur ce qui est en train de se passer. Tu vois, si je vois un promoteur qui, je me dis, c'est bon, l'avancée de la construction, elle est correcte, le building avance, etc. Ok, je me dis, c'est bon. Un autre promoteur où je vois que ça fait un petit moment qu'il a commercialisé, mais que rien n'a démarré, il n'y a rien du tout, là, je me dis, attention, ça fait quand même un petit moment qu'il a lancé son projet, mais là, il n'avance pas. Donc, on peut me prendre peut-être pour une folle, mais j'assume totalement parce que le travail que je fais là, il va servir après. D'accord. Bon, ça, c'était le sujet numéro 1. N'oublie pas, on n'est pas parti pour 1h30, là. Oui, c'est bon. Là, c'est du short. Donc, sujet numéro 2. Les assurances. Alors, les assurances, moi, comme je t'ai dit, franchement, la vérité, c'est vraiment pas... Alors, bien entendu, je me suis renseigné dans mes débuts, mais tout le monde m'a dit, non, mais ici, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, tu auras besoin de ton assurance au cas où il y a le feu. Et bon, en tout cas, l'alarme incendie, ici à Dubaï, elle sonne facile, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui perturbe les agents ou même les clients, parce que quand tu leur dis c'est pas obligatoire, j'ai l'impression qu'ils sont contents d'entendre ça. Alors que, mine de rien, moi, je vais te laisser développer, mais vas-y, développe, vas-y. Parce que toi, tu as la vraie expérience depuis la France, donc tu sais un petit peu comment pense le client. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on est formé à assurer son logement. L'assurance habitation, il faut savoir que c'est obligatoire en France. Sache même que même quand un propriétaire n'occupe pas son bien,
il y a ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant en France. Ça veut dire que, tu vois, même quand tu n'es pas chez toi, il faut que ton bien il soit assuré. Au cas où un cambrioleur, il va se brûler avec ton Exactement, fort. ce qui est fait en France, tu vois, quand tu achètes un bien, que tu le mets en location, le propriétaire, il a ce qu'on appelle l'assurance propriétaire non occupant. Et le locataire, lui, il a l'assurance habitation. Et c'est obligatoire, tu peux pas passer outre. Et souvent, et c'est comme ça qu'on raisonne, et même moi je raisonne comme ça, les assurances, en France j'en ai payé tellement, tu te dis tous les mois ils te prélèvent, ça te sert à rien, parce que très souvent, c'est pas quelque chose que tu enclenches tous les mois, mais crois-moi que le jour où tu as une galère, tu es bien content que l'assurance habitation elle soit là un peu pour limiter les dégâts. Ouais, mais moi, en général, les assurances qu'elles doivent payer, euh, j'ai envie de te dire, quand il t'arrive une vraie galère, ben, il y a toujours un problème pour te faire payer. Après, il y a des gens qui savent, ils savent vivre des assurances, et eux, par contre, ils font bien les choses, mais en général, quand il t'arrive un vrai problème, bon, après, je Bah, te parle de mon expérience. Moi, j'ai déjà eu des vrais problèmes en France, j'étais assuré, on m'a pas remboursé comme on devait me rembourser. Mais c'est vrai que quand tu es assuré et qu'il t'arrive une galère, tu es content que l'assurance soit là pour te soulager, on va dire. ben, on va dire que c'est un filet de sauvetage, ça limite les dégâts. Bien évidemment que c'est jamais parfait, que tu t'attends peut-être à ce qu'on te prenne tout en charge, on va te prendre une partie, mais au moins tu as ce filet de sauvetage de te dire, ok, il y a quand même cette protection. Ici, à Dubaï, ce qui m'avait étonnée, mais dès le départ, et je vais te dire, quand j'ai loué la première fois mon premier logement à Dubaï, j'ai été étonnée qu'on ne me demande pas l'assurance. Je me suis dit, mais c'est bizarre, on ne me demande pas d'assurance. Et quand je me suis renseignée, on m'a dit, non, ici, c'est fluide, tu n'as pas besoin d'assurance. Mais très honnêtement, je conseille fortement aux propriétaires de souscrire à une assurance. Même si vous avez l'impression que ça peut paraître inutile, euh, le risque zéro n'existe pas. Alors, il faut savoir une chose aussi, alors après, c'est au cas par cas, mais les assurances à Dubaï, ça coûte rien. Parce que vu qu'il n'y a pas de vol, ou très peu, tu vois, on va encore se protéger, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de... Ouais, en fait, l'assurance, c'est s'il y a le feu ou si tu es passé par un promoteur éclaté qu'un jour de pluie, tu as un dégât des eaux. Mais faut savoir que les assurances ne sont pas chères ici. En plus de ça, ça n'a aucun rapport avec la France. Et crois-moi que ça aurait beaucoup servi à beaucoup de personnes qui ont malheureusement investi pas dans de la grande qualité. Et quand il y a eu là, les fortes pluies dernièrement, qui se sont retrouvées inondées, j'ai la preuve en plus d'un client qui est obligé de venir se déplacer à Dubaï parce que son appartement a été totalement inondé. Mais comme il n'a pas d'assurance, que le promoteur lui a carrément dit bah écoute, c'est ton problème à toi en tant que propriétaire, c'est pas à nous de gérer ça. Bah, tu vois, le propriétaire, il va se retrouver à venir ici, à faire des travaux. Alors que s'il avait cette assurance-là, ça va le soulager quelque part. Donc moi, j'encourage vivement à garder ses bonnes habitudes. Autant je suis partie de la France pour beaucoup de mauvais aspects français, on va dire. Autant cette discipline qu'ils nous ont donnée pour de l'assurance habitation, je la conseille énormément ici. D'accord. C'est bon pour le sujet numéro 2, Je pense, ouais. tu penses? Oui. Sujet numéro 3, les modes de paiement. Alors, il y a pas mal de personnes qui nous contactent par rapport à ça. Faut savoir qu'il y a encore 2 ans, à Dubaï, tu pouvais quasiment payer full cash. Tu pouvais quasiment tout payer en cash. Il y a 2 ans encore. Il y avait très peu de promoteurs. Il y en avait un ou deux qui n'acceptaient pas le cash. Maintenant, il faut savoir que Dubaï fait très attention à sa réputation. Et Dubaï ne veut pas avoir la réputation, malgré ce que les gens puissent dire, de paradis fiscal, de machine à laver. Donc Dubaï a pas mal resserré, on va dire, à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, quels sont clairement les moyens de paiement à Dubaï quand tu investis dans l'IMO? Alors, les plus courants, c'est soit virement bancaire, tu fais partir un virement de ta banque, soit effectivement via cash, donc espèces, ou effectivement aussi ce qui est bien ici à Dubaï, tu peux aussi financer via crypto. Il y a aussi la solution aussi du chèque de banque. Ça, je grossis le truc, hein. Et après, effectivement, mais ça, on en parlera lors d'un prochain podcast, tu peux aussi faire appel à un mortgage, mais sous certaines conditions. Donc le mortgage, c'est le crédit immobilier. D'accord, mais faut bien préciser que c'est chaque promoteur. Oui, j'allais y venir. Donc ça, c'est les moyens de paiement autorisés à Dubaï. Mais ça ne veut pas dire que tous les promoteurs acceptent tous les moyens de paiement.
Donc, c'est pour ça, au préalable, quand on investit et qu'on veut se positionner sur un projet de tel ou tel promoteur, il faut bien se renseigner sur comment je peux financer mon bien via ce promoteur-là. Parce que parfois, en plus de ça, les moyens de paiement peuvent changer. Un promoteur peut proposer un moyen de paiement et ensuite ne plus le proposer. Je vais te donner un exemple concret. Tu as des promoteurs qui ont accepté full cash, comme tu l'as dit, et aujourd'hui qui n'acceptent plus du tout de cash ou qu'une certaine partie en cash. Mais si ça, le client ne le sait pas, lui va se dire quoi ? J'ai full espèces, on m'a dit que c'était bon, et il va se dire, c'est bon, je vais pouvoir payer en espèces. Mais le client, à un moment donné, va se retrouver en difficulté. Et ça, je pense que tu l'as connu. Et on va, nous, devoir lui trouver des solutions à la difficulté qu'il a trouvée parce qu'au préalable, quand il a acheté, il n'a pas été assez informé sur cet aspect-là. Alors ça, malheureusement, oui, je l'ai connu. Bon, après, il y a toujours une solution. Comme je dis, chaque problème a sa solution. Maintenant, ça a été dû par rapport à l'arrivée des Russes, l'arrivée massive des Russes qui sont venus, qui ont envoyé beaucoup d'argent dans l'immobilier, entre autres, hein, pas que. Ils ont même déréglé la rent-car, pareil, ils ont ouvert des rent-cars à toute patate et au final, ça a été régulé. Le problème, c'est qu'à Dubaï, comme je t'ai dit, ils font attention à la réputation. Donc, dès qu'ils voient qu'il y a de l'abus, eux, ils ne passent pas par quatre chemins. C'est coup de frein à main direct. Frein à main, ils te mettent un stop. Donc, malheureusement, on a dû s'adapter, mais comme je l'ai dit, il y a toujours une solution. Mais c'est vrai que c'est important d'informer le client parce que c'est logique, normalement, que le client doit te poser la question. Mais crois-moi, croisant mon expérience, des fois, il n'y a pas tout qui est logique. Il n'y a pas tout qui est logique pour les clients. Il y a des questions très basiques que le client ne va pas te poser. Et toi, des fois, tu peux penser que si tu ne l'as pas posé parce que c'est tellement logique que... Mais des fois, vaut mieux tout dire. C'est pour ça que j'aime bien les preuves par WhatsApp. Comme ça, au moins, il n'y a pas de non-dit, on va dire. Exactement. Et c'est aussi à nous de se tenir à jour sur les moyens de paiement. Tu vois, moi, il y a un promoteur avec qui je travaille beaucoup, que j'apprécie énormément. Il n'acceptait pas le cash. Et maintenant, tu vois, sur le dernier projet, il m'a annoncé, si, on prend du cash maintenant. Donc, c'est aussi à nous de poser la question et de se tenir informé un peu de... C'est de notre responsabilité aussi, hein, de dire, voilà, aujourd'hui, vous acceptez tel ou tel moyen de paiement. La seule chose qu'on ne peut pas, effectivement, garantir, entre guillemets, c'est que le promoteur, il est libre de choisir après les moyens de paiement qu'il peut mettre en place. Un promoteur, quand il lance son projet, peut te dire, oui, tu peux payer en espèces. Et peut-être quelques mois plus tard, il va te dire on ne prend plus d'espèces. Donc ça, on n'en est pas responsable. Par contre, au lancement du projet, effectivement, on apporte la bonne information à ce moment-là. Ouais, moi, je trouve que ça, c'est... tu vois, il y a des bons côtés, mais moi, je trouve que ça fait partie des mauvais côtés. Comment tu peux dire oui? Parce que la personne, à la base, si elle a que de l'espèce. Il y a des gens, on va pas se mentir, ils achètent parce qu'ils ont de l'espèce, ils veulent acheter avec leur black, ils veulent sortir leur black, ils veulent sécuriser leur argent. Ça, on va le dire, c'est comme ça et c'est tout. La personne, à la base, elle s'engage parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir sortir son cash. Demain, tu lui dis, je suis désolé, prenne plus le cash. Alors, si, justement, tu as pris la précaution de lui dire, par contre, attention, aujourd'hui, prenne le cash, il est possible que du jour au lendemain, ils arrêtent, parce qu'on en a eu l'expérience, parce qu'il y a 2 ans, c'était impensable, tu vois. Tu te couvres. Par contre, si tu ne le dis pas, tu peux te retrouver dans une situation délicate avec ton client. Et c'est compliqué parce qu'au final, c'est pas de ta faute. Hein. Mais bon, demain, tu veux faire quoi? Demain, un promoteur qui te dit oui, on prend full cash. Demain, il te dit on peut plus prendre de cash, tu vas faire quoi? Voilà. Tu vas rembourser le client, tu vas braquer le promoteur, tu peux rien faire. Mais c'est pour ça que je te dis, nous, on est responsable au moment où le projet est lancé. Après, ce qui va se passer après, on ne pourra pas garantir à 100% que... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut prendre la précaution de dire attention, aujourd'hui, à ce niveau-là, bien sûr. Oui. C'est sûr que demain, si je te dis que je vais te faire un appartement, un building qui va être blanc, et tu vas pas avoir un building rose à la fin, tu vois. Mais sur certains aspects, je pense qu'il faut vraiment anticiper parce que des fois, on peut avoir des... C'est pas des mauvaises surprises, mais au moins, en fait, il faut se couvrir. La vérité, moi, je dis il faut se couvrir. Il faut beaucoup parler avec le client parce que justement, les paiements, ça reste quand même... c'est facile de vendre, en fait. Un appartement... le problème, c'est que quand même, moi, je trouve que, et je m'en rends compte de plus en plus, que l'administratif, ça reste vraiment la partie la plus compliquée à gérer. Oui. Et le problème, c'est que tu n'as pas tout le temps affaire à des clients qui sont réactifs, qui sont sérieux. Moi, un jour, il y a une cliente, une de mes premières clientes, elle m'a fait un caca nerveux. Et en plus de ça, elle me l'a reproché. Elle m'a dit, oui, mais moi, je reçois des mails. Je ne suis pas quelqu'un qui ouvre les mails. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en anglais.
parce qu'elle ne payait pas ses mensualités. Je dis, mais par contre, tu sais que tu as acheté un appartement, tu as des mensualités à payer. Donc après, des fois, tu peux tomber sur des gens de mauvaise foi. Et là, cette cliente-là, elle fait partie des rares clientes avec qui j'ai eu des problèmes. Mais sous prétexte qu'elle ne payait pas, que c'est pas quelqu'un qui regarde ses mails et qui ne parle pas anglais, ben, tout était de ma faute. C'est pour ça que le client, il doit aussi se responsabiliser. Tu vois, nous, on a accès à certaines informations, mais comme tu le dis, quand tu achètes un bien immobilier, tu sais que tu as des échéances à respecter, donc responsabilise-toi un petit peu. Tu vois, c'est aussi ton bien immobilier. Nous, on t'accompagne, mais on n'a pas la main sur ton compte en banque, de quand est-ce que tu vas faire partir le virement ou comment tu vas payer en espèces, ou etc., etc. Donc aussi le client, et moi, vraiment à travers ce podcast-là, je les appelle aussi à se responsabiliser là-dessus. Parce que nous, on fait notre part du travail, mais aussi, de leur côté, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les moyens de paiement, par exemple, je t'ai parlé des virements bancaires. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, c'est très compliqué de faire partir un virement bancaire à Dubaï, parce qu'il faut savoir que Dubaï ne fait pas partie de l'espace Schengen, et on est même en zone rouge. Sur les banques françaises, Dubaï apparaît en zone rouge. Ça veut dire que quand tu veux faire partir un virement de la France à Dubaï, ne pense pas que tu vas aller sur ton application et que tu vas te dire c'est bon, j'envoie de l'argent à Dubaï. Ça ne se passe pas du tout comme ça, surtout quand tu as une banque française physique. Donc il y a toujours des délais. Il faut que tu ailles à ta banque, ils te font signer une déclaration, une autorisation. Ensuite, ils remontent ça sur le level plus haut des responsables qui valident cette transaction et ensuite ils te font partir ton virement bancaire. Et ce délai-là, parfois, il peut être long. Parfois, c'est d'1 semaine à 2 semaines pour avoir cette autorisation. Et c'est pour ça que tu as des clients, ça nous est arrivé, où tu as des lancements et on dit au client, par exemple, dépose ton expression d'intérêt. Oui, je vais le faire par virement bancaire. Et quand nous, on dit au client, vas-y, il faut vraiment que tu fasses la démarche là parce que le promoteur, il lui faut la preuve du virement. Et que le client, il s'y prend, ça nous est arrivé, la veille d'un lancement, on se retrouve, tu vois, je suis en train de négocier avec le promoteur, de dire mais non, vous inquiétez pas, il est en train de faire le nécessaire, etc. Attention, il y a vraiment tout un process à respecter. Donc pour les personnes qui veulent payer par virement bancaire, allez voir votre banque, faites le nécessaire, débloquez vos plafonds, tu vois, c'est un truc tout bête, mais les plafonds aussi sont à débloquer. Si tu le fais pas, tu peux pas envoyer d'argent. Toi, c'est plein de petites choses qu'il faut prendre en compte. D'accord. Donc, je pense que tu as été assez précise, comme à ta grande habitude. Voilà, Noria, écoute, c'était le premier épisode, vraiment, mis à part la petite introduction qu'on a fait tout à l'heure, de ce podcast. On va essayer d'en faire un maximum. Le mot de la fin. Écoutez, j'espère en tout cas avoir apporté les réponses qu'il manquait à peut-être beaucoup de personnes qui vont regarder ce podcast-là. Et puis, on va continuer sur cette lancée. Allez, c'est parfait. Merci, Noria. Merci, Heikel.